Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue dans ce 22h. Djibril Tamsir Niane n'est plus. L'auteur de Sundiata ou l'épopée mandingue était spécialiste de l'histoire du mandingue. Il a participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO. L'homme de lettres est décédé ce lundi à Dakar suite de Covid. Des témoignages à suivre. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est sous ce thème que cette journée a été célébrée ce mardi. Avec la pandémie du Covid-19, moins de regroupements. Dans ce journal, on vous propose le portrait de plusieurs femmes évoluant dans différents secteurs. Cette journée, c'est pour les célébrer car tous les jours, elles se battent pour le respect de leurs droits. Dans le grand format du jour, on s'intéresse au mariage des enfants, une pratique bien ancrée dans la société guinéenne. Elle concerne majoritairement des jeunes filles. Les conséquences sont multiples. Vous suivrez l'histoire d'une adolescente donnée en mariage à l'âge de 15 ans. Traumatisée, elle s'est enfuie pour se retrouver à Dakar. Une étoile s'est éteinte dans le monde de la littérature. Djibril Tamsir Niane est mort ce lundi au Sénégal à l'âge de 89 ans. Cette terre qui jadis l'avait accueilli en 1961 lorsqu'il était accusé dans le complot des enseignants. L'auteur de Sundiata ou l'épopée mandingue était spécialiste de l'histoire du mandingue. Il a participé à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique sous l'égide de l'UNESCO. Un grand auteur qui aura marqué son temps. Fait marquant, sa jumelle est décédée ce dimanche 24 heures avant lui. Alseni Bari, Alseni Kamara. Djibril Tamsir Niane, c'est l'écrivain, c'est l'historien, c'est l'enseignant, le père de famille, le conseiller, avec un des best-sellers comme Sundiata l'épopée mandingue, Conte d'hier et aujourd'hui, Sikasso ou La dernière citadelle, pour ne citer que ceci. Tamsir Niane faisait partie des sans intellectuels du XXIe siècle. Il a fondé notre association, l'association des éditeurs de Guinée. Il a eu la toute première maison d'édition privée de notre pays, les éditions La Saeg. Et c'est une personne qui s'est battue pour la promotion du livre et de la lecture. Il a créé aussi la librairie Les Rivières du Sud. Djibril Tamsir Niane rejoint sa sœur jumelle décédée ce dimanche 7 mars 2021. Sansi Kaba pensait d'ailleurs qu'il s'agissait d'elle lorsqu'on lui a annoncé la mort de l'écrivain. Amadou Ampateba disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Sauf qu'ici, Djibril Tamsir Niane a eu la chance de transmettre son savoir. La bibliothèque, même si elle brûle, c'est partiellement parce que Niane a suffisamment communiqué sur ce savoir, d'abord en nous formant et en formant d'autres, et par la suite en écrivant beaucoup. Donc, on a eu la chance d'avoir une partie de son riche patrimoine intellectuel. Une perte pour la Guinée, mais aussi pour toute l'humanité. Ces écrivains sont certes orphelins, mais Djibril Tamsir reste immortel et continue de vivre avec ses œuvres qui sont encore enseignées dans les écoles. Il n'est pas mort, Djibril Tamsir Niane. Il fait partie de ces gens-là qu'on dit le mort n'est pas mort. Je crois qu'il s'est couché tout simplement. Il continue à vivre à travers ses œuvres, notamment Sundiata ou l'épopée mandingue. Et je pense que on continuera à l'immortaliser à travers certaines actions. Pour le moment, la date et le lieu de l'inhumation ne sont pas connus. Mais Sansi Kaba espère de tout son cœur qu'il sera enterré dans son pays natal, la Guinée. Nous en venons à cette journée internationale de la femme, journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde. Une date qui figure parmi les 86 autres journées internationales initiées par l'ONU. En Guinée, en raison de la pandémie de Covid-19,
Pas de mobilisation au Palais du Peuple comme on a l'habitude de le voir, mais les femmes leaders de Guinée ont ce lundi organisé un panel avec pour thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Plusieurs femmes évoluant dans le domaine de l'entrepreneuriat ont pris part à cette rencontre. Mohamed Valek Touré, Amara Alexila. C'est sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 que la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée devant bon nombre de femmes leaders. Une journée qui coïncide à un moment où le monde subit la pandémie et où les femmes doivent supporter les impacts considérables. Réunies autour du sujet, ces femmes ont à tour de rôle débattu des thèmes comme les conséquences liées à la Covid, l'entrepreneuriat, l'autonomisation et la violence basée sur le genre. Ces trois rôles exigent des femmes leaders qu'elles aient une maîtrise de la maladie. Le virus, c'est un mode de transmission. Et quand c'est transmis, comment on peut amoindrir les effets? Comment on peut faire en sorte que, par le comportement des femmes, en tant que pièces maîtresses de la société, elles peuvent aider le personnel médical à vaincre la maladie. Ce panel de discussion entre femmes leaders organisé par le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes est une occasion majeure pour consolider les droits et le leadership des femmes. L'égalité des sexes dans les objectifs de développement durable et les défis, opportunités et obstacles à l'égalité des sexes au niveau global et en Guinée ont été aussi à l'ordre du jour. Elle a regroupé plusieurs femmes dans les cadres des ministères sectoriels et les femmes membres des organisations de la société civile. Nous savons que les femmes ont payé un lourd tribut dans la gestion de cette pandémie. Les femmes étaient plus exposées à la pandémie, mais elles sont aussi, malgré qu'elles étaient plus exposées, elles ont intervenu dans le processus de lutte à travers cette mobilisation au niveau communautaire. Plusieurs recommandations ont été transmises à la ministre des Droits et l'Autonomisation qui feront désormais partie de la contribution des femmes dans la lutte contre la pandémie. Les Nations Unies sont championnes dans les concepts. Depuis que la Guinée existe, l'une des questions sur lesquelles le pays s'est toujours penché, c'est comment rendre les femmes autonomes. Moi, je me rappelle Hadja Mafori Bangoura, à son âme, n'est-ce pas, qui était une femme illettrée, mais qui était chef d'entreprise. Les femmes teinturières, les femmes qui font l'agriculture, les femmes qui font le commerce. Quand vous allez à la frontière, la fermeture des frontières, ça fait du mal à qui d'abord? Aux femmes. Cette journée internationale de la femme est née d'un mouvement syndical reconnu par les Nations Unies. Une date qui permet de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et sur le plan entrepreneurial. Parlant d'entrepreneuriat, nous vous invitons à découvrir le parcours d'une jeune dame. Son nom, Aminata Kourouma. Elle s'est lancée dans les affaires et investie dans plusieurs secteurs. Déterminée à réussir, elle a su réunir le monde autour de ses projets. Elle est aujourd'hui un modèle de femme indépendante. Suivez ce élément de reportage de Djenab Bangoura et d'Abdoulaye Kamara. Diplômée en sciences politiques, Aminata Kourouma n'a pas attendu l'État pour s'offrir un emploi. Après ses études, elle s'est lancée dans la cosmétique. Aujourd'hui, elle détient l'un des salons de beauté les plus prisés de Conakry. J'étais dans une société immobilière dont je me retiens de dire le nom. Le travail était dur et les rendements étaient faibles. Donc j'ai pensé mettre mon entreprise en place où je pouvais être non seulement bien rémunérée et je voulais avoir le temps pour moi-même. Ses débuts n'ont pas été faciles. Le stress et les railleries dont elle faisait l'objet ont fini par durcir son carrière de femme battante. Au début, les gens se moquaient de moi. Pour la petite histoire, j'étais avec une amie qui me disait « Tu es jolie, tu es belle, tu peux avoir tout sans te fatiguer. Tu peux être là tranquille et qu'on te donne tout. » Mais moi, je voulais après tout ma dignité, je voulais me sentir libre, je voulais avoir tête haute. À la tête de cette entreprise de beauté, Aminata Kourouma a su concilier son travail à son foyer. Elle fait partie de celles qui pensent qu'une femme ne doit pas être astreinte à son nid conjugal. Au départ, j'étais tout le temps absente, mais je suis parvenue quand même à mettre quelques stratégies en place afin d'avoir du temps pour mon boulot et d'avoir le temps également pour mon foyer. Pour obtenir la clé de la réussite,
Elle livre son secret à toutes ces femmes qui tardent à entreprendre. La persévérance, le courage. Et surtout, je n'ai pas eu honte d'entreprendre mon activité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si tu n'es pas bureaucrate, tu ne peux pas afficher ton activité. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont mécaniciennes, qui sont électriciennes, qui travaillent dans les chantiers. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, en fait, tu es libre d'entreprendre ce que tu veux. En ce 8 mars, elle invite toutes les femmes à braver les échelons, quels que soient les obstacles qui se présenteront en elles. Et c'est avec plaisir qu'on continue à vous proposer ces portraits. On va parler de cette autre femme récemment portée à la tête de la Commission des femmes et sports de la zone 2 Afrique. Madame Germaine Mangué a reçu ce matin les félicitations des femmes évoluant dans le domaine du sport en Guinée. Une façon pour elle de célébrer le parcours d'une femme qui a gravi tous les échelons sur le plan national et qui fait son chemin sur le plan international. C'est un compte rendu de Fatoumata Condé et de Mamadou Boyiba ainsi que de Yacouba Traoré. Ancienne ministre, membre du CIO, la présidente de la Commission Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif guinéen vient de bénéficier d'une nouvelle promotion. Elle préside désormais la Commission Femmes et Sport de la zone 2 Afrique. Une fierté pour les femmes du mouvement sportif guinéen. C'est un honneur pour nous, un honneur pour notre Commission Femmes et Sport du Comité national olympique et sportif guinéen. Un honneur pour toutes les femmes de Guinée. C'est difficile de dire tout ce qu'elle a fait. Cette femme, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Elle est vraiment une brave femme. C'est une vraie battante. Elle a commencé à mobiliser toutes les femmes qui sont dans les fédérations sportives, dans la commission Femmes et Sport. Chaque fois, elle organise des sessions de formation. Après avoir reçu le satisfecit accompagné de plusieurs autres cadeaux, Germaine Mangué a loué le travail abattu par ses collègues. Merci pour votre témoignage de reconnaissance. Mais vous avez oublié quelque chose, ce n'est pas Germaine, c'est vous, c'est l'équipe. Je ne peux pas tout faire. Vous êtes avec moi sous la pluie, vous êtes avec moi sous le soleil, vous me croyez, vous croyez en vous-même. Je formule le vœu ardent que chacune de vous me dépasse. Pour occuper des postes de responsabilité, il faut avoir des qualifications. C'est pourquoi elle invite les femmes à se former. Exigez de vos fédérations qu'il y ait des femmes dans les bureaux exécutifs. Mais pour exiger cela, acceptez de vous former, faites du développement personnel. Je suis engagée à vous accompagner. Le peu que je connais, ce n'est pas beaucoup, mais je peux échanger avec vous. De nos jours, les femmes sont représentées dans la plupart des bureaux exécutifs des fédérations sportives du pays, 5 dirigeants des fédérations. Mais la nouvelle patronne de la Commission Femmes et Sport de la zone 2 Afrique veut la parité. Un défi qu'elle compte relever dans un futur proche. La police, dans sa composante féminine, ne reste pas en marge de la journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars. Elle se retrouve pour communiquer, échanger, mais aussi parler des défis à relever. Tout s'est passé ce matin à Conakry devant les responsables du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Marie-Lucie Camara, Abdoulaye Camara. En cette journée du 8 mars, elles se rassemblent en grand nombre dans l'enceinte du département de la sécurité. Elles n'ont pas de plaidoyer, mais des encouragements entre elles pour éliminer tous les obstacles dans une sphère généralement dominée par les hommes. Se battre, c'est l'expression alors qu'elles aiment toujours utiliser. Je dirais à toutes les femmes de se battre, de ne pas rester en reste comme on le dit, d'être persévérantes et d'être toujours à l'avant-garde des choses. Pour cette journée du 8 mars, elles se remettent encore en cause. Ces policières veulent également avoir un renforcement des capacités pour mieux se placer dans les instances de prise de décision. Je demanderai aux femmes de se mettre au pas, d'accepter d'apprendre, parce que pour se mettre au même niveau que les hommes, il faut accepter d'apprendre comme les hommes. C'est finalement en 1975 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes.
La Journée internationale des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Elles sont nombreuses, ces femmes avec une différence qui les isole dans la société. Pourtant, elles sont généralement des femmes de métier, des femmes d'une importance capitale lorsqu'il s'agit du développement d'une nation. C'est le cas de Hawa Kourouma qui souffre d'un syndrome facial depuis l'âge de la puberté, un caractère unique qui parfois complique son insertion sociale et professionnelle. Comment elle vit le regard des autres? Son portrait, c'est dans ce reportage d'Ali Badara Kamara et d'Alouba. À 23 ans, Hawa Kourouma, diplômée en journalisme, est coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Son visage la distingue nettement de ses copines. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle a commencé à remarquer le développement de sa barbe, ce qui l'expose à la stigmatisation des personnes en milieu social et lieu de travail. Son naturel, elle l'assume. Chaque matin, avant de sortir de chez elle, une série de maquillages est faite, sans oublier sa barbe. Je dirais que la barbe d'abord, c'est un problème hormonal. Scientifiquement, ça s'explique comme ça. Et deuxièmement, traditionnellement, je peux dire, c'est-à-dire avant, les gens pensaient que les femmes qui ont des barbes, c'est des sorcières, elles sont marginalisées. Des fois, même quand tu as une proposition de mariage, on te repousse par la belle famille en disant que ça porte malheur. Dans son quotidien, inutile de préciser le nombre de regards stigmatisants sur sa personne, sur les réseaux sociaux, dans les cérémonies, même dans les centres de formation. Il y a un jour à l'université, j'ai pris des images avec mes copines. Il y a l'une d'entre elles qui a supprimé, c'est-à-dire qui a rogné, zoomé la photo, juste parce que moi j'apparaissais sur l'image avec ma barbe. C'est par après je me suis rendu compte. J'ai demandé autour, on m'a informé qu'elle a enlevé ma photo parce que moi j'ai des barbes. Ça me met très mal à l'aise. Et dans le cadre professionnel aussi, c'est-à-dire dans le cadre du travail, il y en a qui disent que je ne réponds pas au profil de leur demande. Malgré toutes les stigmatisations dont elle est victime, le premier défi pour elle, c'est d'assumer sa différence à travers le soutien de sa famille et ses proches. Sur ces images, elle se sent soutenue et accompagnée. Avec un ton relax, elle assume sa différence. L'avis des gens, l'opinion des gens m'importe peu, surtout si c'est une opinion négative. Donc ça m'importe peu. Maintenant que je me suis décidée de l'assumer, je ne peux qu'être heureuse. Je ne peux parce que je suis spéciale, je peux dire spéciale. D'ailleurs, je me trouve très sexy avec, ou bien n'est-ce pas? Donc je me trouve très sexy avec, je suis belle comme je le suis. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Autour d'elle, des amis qui l'accompagnent, mais aussi qui l'encouragent. Fanta Cissé a été sa toute première copine après les études universitaires. Moi, tout ce que je peux lui apporter, c'est accepte-toi tel que tu es. Tu vois, tu n'as pas besoin de plaire aux gens. Elles sont nombreuses, ces femmes qui vivent avec des caractères différents. À cause de leurs différences, elles sont marginalisées, chose qui les empêche de s'épanouir. Pour juguler ce complexe, une invite est faite par Hawa Kourouma. Les femmes qui ont des barbes, je leur dirais de rester elles-mêmes, d'aimer leur corps, de libérer leur tête. Elles ont su se démarquer dans le paysage médiatique guinéen de par d'abord leurs médias, ces programmes dédiés en partie à la jeune féminine. En Guinée, Love FM est la seule radio 100% femmes à la faveur de la Journée internationale des droits des femmes. Nous partageons avec vous le quotidien de celles qui se font appeler les Amazones de la bande FM en Guinée. Fatoumata Bintabari et Djibril Kaba Kamara. Dès 8 heures, elles se réunissent en conseil de rédaction pour recenser les sujets qu'elles doivent réaliser et diffuser dans l'édition d'information de Love FM. Pendant ce temps,
leur directrice est en pleine émission. Avec rigueur, elle sert les auditeurs de l'émission interactive Warafulum. Dans cette radio, ne cherchez pas un homme, il n'y a que des femmes. On n'exclut pas totalement les hommes, mais on donne d'abord la priorité aux femmes. C'est une façon juste de promouvoir la femme, de prouver que la femme elle est capable autant que l'homme. Ces femmes sont reconnues pour leur détermination et leur abnégation. Elles produisent des émissions au quotidien. Leur spécialité, mettre en valeur la gente féminine. Love FM est écouté un peu partout en Basse-Côte. C'est écouté en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, mais aussi au Libéria. Et donc Love FM est bien écouté. Et après cette émission, il y a une émission qui est dédiée aux femmes, que des femmes, émission Femmes modèles. Et aussi, il y a la grande édition, c'est le journal, comme toute autre radio. C'est des reportages effectués que par des femmes. Le journal est présenté que par des femmes. De la rédaction politique à la régie, la féminisation est de mise. Fatmata Kamara est chargée de manier la console 2 jours sur 7, de 8h à 18h. Elle se dit fière de son travail. Ça me fait du bien. Je vois que c'est pratiquement... Il n'y a pas trop de femmes dedans, mais... Moi, je pense que c'est une bonne chose. Être technicienne, c'est être une brave. Les programmes de Love FM sont essentiellement axés sur les droits des femmes. Initialement thématique, elle a progressivement changé de ligne éditoriale pour devenir une radio généraliste. C'est pour pouvoir donner beaucoup plus de chances de pouvoir aux femmes. C'est pourquoi on dit aujourd'hui Love FM, c'est la radio qui donne le pouvoir aux femmes. Love FM est la seule radio en Guinée qui recrute uniquement que des femmes. Elle promeut la femme et vient renforcer l'idée de leur autonomisation en Guinée. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette journée. Encore une fois, très bonne journée de célébration de la Journée internationale des droits des femmes. À l'heure du numérique, les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée ne peuvent évoluer sans faire usage de cet outil indispensable, le programme de la licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Selon dit à Conakry, des enseignants-chercheurs et des partenaires étaient réunis pour procéder à la validation des référentiels de ce programme de formation. L'ISFAD, entendait l'Institut supérieur de formation à distance, compte faire de cet outil un élément clé dans sa politique de formation. Aïssata Diakité, Malik Sangana Kamara, Ibrahima Souri Kamara. En Guinée, plusieurs étudiants, après avoir obtenu leur diplôme de licence, se retrouvent sans emploi. Cette situation s'expliquerait en partie par l'inadéquation de la formation aux besoins du marché de l'emploi. C'est pour résoudre cette problématique que le programme LATIS est élaboré. Ce sous-projet a pour objectif principal de former et d'insérer 200 jeunes Guinéens en technologie de l'information et de la communication, mais orientée éducation. Et le projet se chargera aussi de former 200 autres jeunes diplômés et des jeunes en fin d'année. Cette formation est accessible à l'ensemble des titulaires de licences issus des sciences technologiques de l'information et de la communication ou ceux des sciences de l'éducation. Il s'adresse également, ce programme, à des étudiants diplômés, titulaires de licence, mais qui peinent à trouver du travail et qui souhaitent renforcer leurs compétences technologiques pour espérer trouver du travail. Aujourd'hui, il y a du travail, mais lorsqu'on n'a pas de compétences techniques, ça pose problème. Le renforcement du système éducatif guinéen est une priorité pour les partenaires. Ils s'engagent à accompagner le pays tout au long de ces processus. Voilà, la coopération française est partenaire de plusieurs projets en Guinée qui ont pour ambition d'apporter une aide substantielle à la réforme de son système d'enseignement supérieur et puis à la formation de cadres compétents dans les différents secteurs qui vont se développer dans les années à venir, dont notamment le numérique. La licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation LATIS est l'un des sous-projets financés par le BOSEJ.
Je vous l'annonçais dans les titres au compte du grand format. On s'intéresse au mariage des enfants. Le mariage d'enfants, une pratique bien ancrée dans la société guinéenne. Le plus souvent, ce sont des jeunes filles qui sont victimes, même si de jeunes garçons ne sont pas en reste. C'est en tout cas l'information donnée par la Direction nationale de l'enfance. Et pour en parler, nous sommes allés vers une adolescente donnée en mariage à l'âge de 15 ans. Traumatisée, elle s'est enfuie pour se retrouver à Dakar. C'est de là-bas qu'elle a découvert qu'elle était enceinte de 3 mois après un an de mariage. L'histoire de la jeune fille dépasse donc les frontières guinéennes désormais. Elle nous sera racontée par Mamoudou Boulé Diallo et Elseni Kamara. Par peur des stigmates, notre source a décidé de garder l'anonymat. Elle a été forcée à épouser un homme âgé de 25 ans selon ses propres estimations. Elle s'est efforcée du mieux qu'elle pouvait pour supporter la vie commune pendant 1 an, nous confie-t-elle. Mon père a décidé unilatéralement de me donner en mariage. C'est lui-même qui a choisi mon époux. J'ai dit non, je ne l'aime pas. Il ne m'a pas écouté. J'ai finalement accepté pour sauver le mariage de ma mère. Mais mon mari savait que je ne l'aime pas. Et donc, il me battait à chaque fois. J'ai décidé de m'enfuir pour aller au Sénégal. Là-bas, les autorités de la gendarmerie m'ont amené au centre d'accueil pour mineurs. Elles m'ont demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais rentrer en Guinée parce que j'avais appris que ma mère ne se portait pas bien. On m'a donc aidé dans ce sens. À Dakar, c'est l'association Ali Poulard qui s'est activée auprès des autorités sénégalo-guinéennes pour le retour de la gamine âgée maintenant de 16 ans. Les autorités du ministère de l'Action sociale et de l'enfance ont contacté l'ONG FDDHG pour l'accueillir. Mamadou Saliou Bari, membre de cette organisation de défense des droits de l'homme, témoigne. Effectivement, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et l'ONG FDDHG, le 24 février 2021 à 21h. Et nous avons eu une maison d'accueil en collaboration avec le ministère à Kiroti où elle a été reçue depuis qu'elle est arrivée. Donc on prend soin d'elle là-bas. À Kiroti, nous allons dans la famille qui a accueilli la victime, chez Tanti Poupon, un sobriquet acquis à cause de sa proximité avec les enfants. Quand elle évoque le cas de cette jeune dame, Rogiatoso se voit impuissante face au mauvais traitement qu'a subi la petite. En tant que maman, j'étais vraiment touchée, très touchée. Une fille de 16 ans, vraiment, ça m'a vraiment frustrée. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. C'est un peu difficile chez moi. Et donc, je conseille les parents vraiment de laisser au moins que les enfants arrivent à avoir au moins 18 ans avant de leur donner en mariage. Parce que celle-là, je connais comment je suis avec elle. Elle est timide. Elle n'a pas de problème. Enfin, la bonne nouvelle pour la jeune dame. L'État guinéen, à travers la Direction nationale de l'enfance, ne veut pas traiter cette affaire à la légère. Elle était déjà à l'école. Elle faisait la 8e année. Donc, le processus de son retour à l'école, pour qu'elle suive ses cours, elle reprenne ses cours et que sa santé aussi soit suivie jusqu'à l'accouchement. Et après, sa prise en charge va continuer progressivement avec la Direction nationale de l'enfance jusqu'à ce qu'elle sorte de notre cercle. C'est-à-dire qu'elle est ses 18 ans révolus, le suivi et tout un environnement est créé pour ça. Mais après, ce processus qui est prioritaire pour nous, il y a l'application de la loi liée au mariage d'enfants. Selon les statistiques données par Sékou Konakté, directeur national de l'enfance, le mariage d'enfants est une pratique récurrente en Guinée. Elle est même citée parmi les pays les plus ancrés là-dedans. En Guinée,
nous sommes au-dessus de la moyenne sous-régionale. Parce que si vous prenez les femmes de la tranche 20 à 49 ans qui ont été mariées avant l'âge de 15 ans, nous sommes à 46% aujourd'hui. Or, la moyenne de la CEDEAO, c'est 42%. C'est pourquoi nous avons engagé des efforts franchement louables qui a amené le gouvernement à adopter l'élaboration d'un plan stratégique de promotion de l'abandon des mariages d'enfants. La région de l'Abbé occupe la première place dans le phénomène de mariage d'enfants avec 76%, suivi de la région de Kankan avec 67% toujours selon le directeur national de l'enfance. C'est les deux régions championnes du mariage d'enfants. Mais en termes de préfecture, vous avez l'Abbé, la préfecture de l'Abbé, la préfecture de Kankan, la préfecture de Lelouma, la préfecture de Kouroussa, et qui ont les taux les plus élevés. Alors, ce plan stratégique-là, il va nous aider à aller vers les communautés pour que, au moins d'ici 2025, nous ayons une réduction de 20% du taux de mariage d'enfants. Le mariage d'enfants ne concerne pas que les filles. De jeunes garçons sont aussi victimes de la pratique dans bien des pays africains, dont la Guinée. Oui, il y a une moyenne de 3% au niveau de la CEDEAO où c'est des garçons, on les oblige à se marier. Et le taux le plus élevé se retrouve entre le Mali et le Niger. Le Mali a 10% de sa population des enfants, garçons, qui sont victimes de mariage d'enfants. Et la Guinée vient en deuxième rang des taux les plus faibles pour les garçons. Il y a le Sénégal et la Gambie qui ont 1%, et puis la Guinée, le Ghana suivent avec 2%. Et pourquoi le terme mariage d'enfants est consacré. L'histoire de cette fille sera évoquée lors d'une réunion des responsables concernés par le phénomène de mariage d'enfants dans l'espace CEDEAO. Un arsenal juridique est mis en place pour garantir à l'enfant tous ses droits. En ce qui concerne le mariage d'enfants, le Code de l'enfant promulgué le 30 décembre 2019 stipule en son article 321 que tout mariage d'enfants mineurs bénéficiant de dispenses d'âge qui n'a pas été célébré publiquement et devant l'officier d'état civil compétent est nul. Cette nullité peut être invoquée par les couples eux-mêmes, tous ceux qui y ont intérêt ou le ministère public. Nous vous disons merci, c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Espace TV.